Bonjour à tous, on est en direct sur le Cozy Lab qui a pour thème aujourd'hui Industrie de l'édition à l'heure du confinement, quels sont les impacts, les freins et les opportunités. On est avec Vincent de la libraire à la BD Fugue, à la librairie BD Fugue Café à Annecy, et Greg qui est en train de marcher à Vincennes pour rentrer chez lui avec son Bonjour. masque. Et du coup, pour l'instant, nous avons aussi Charline qui vient écouter tranquillement. Vous pouvez à tout moment nous rejoindre et poser vos questions sur le Cozy Lab. Vous avez juste à accéder sur le lien Zoom que j'ai mis sur la page Le Cozy Lab. Et voilà. À tout moment aussi, quand vous venez, vous pouvez juste allumer votre caméra et discuter avec nos intervenants qui sont là. Vous pouvez aussi intervenir sur le chat et je relayerai aussi les questions qui sont dites. Et ben on va commencer tout de suite. Tout de suite. Pourquoi j'ai fait cette thématique déjà? C'est parce qu'en fait, quand il y a eu le confinement, on a vu que les libraires les livres n'étaient pas voilà, considérés comme Première biens de nécessité. nécessité, Voilà. ce qui a un peu choqué plein de gens, et notamment nous, dans l'édition, on a fait quoi? Et là, maintenant, effectivement, là j'ai lu un article il y a pas longtemps de Jack Lang qui s'offusquait en fait de cette décision et qui voulait une sorte de moratoire sur l'édition. Et voilà, et c'est pour ça Ah, que mais un moratoire sur quoi? sur l'édition, comme quoi ce serait bien de le remettre en bien de nécessité, quoi. C'est vital à la culture et c'est vital Bah, aussi pour les amis. je commence déjà à mettre les pieds dans le plat, Ben oui, mais c'est fait exprès, c'est fait exprès. déjà les livres, la TVA des bouquins c'est 5%, ce qui en fait le seul produit culturel qui n'a pas une TVA à 20%, parce que les jeux vidéo, les films, les jouets, tout ça, c'est la TVA, elle est à 20% du prix, alors que justement le livre reste à 5 parce que c'est considéré, même si c'est un outil culturel, c'est considéré comme quelque chose d'important en termes de société. Donc on est déjà pas mal privilégié par rapport aux autres, par rapport aux éditeurs de DVD, aux éditeurs de jeux vidéo, entre autres. Effectivement. Et du coup, tu Voilà. vois, vu que tu as commencé à parler, on avait commencé à Pardon. faire les présentations, c'est très bien. Avant que Vincent ne puisse répondre à ça, est-ce que Greg, tu peux te présenter à tout le monde? Oui, bien sûr. Je m'appelle Grégoire Hello, mais les gens m'appellent Greg, c'est plus simple. Et donc, j'ai le grand plaisir d'être directeur de collection des éditions Kurokawa. Donc, on publie des mangas, dont notamment Pokémon, One Punch Man, Full Metal Alchemist, Hippo, Akame ga Kill, plein de bons mangas chez nous. Très bien. Et Vincent, est-ce que tu peux te présenter, même si tu es un petit peu représenté, mais tu peux. Ouais, bah, moi, c'est moins événementiel que Greg, hein. Moi, je suis libraire. Effectivement, c'est moins. J'ai pas une magnifique maison d'édition manga à gérer, mais j'ai une magnifique librairie qui est à Annecy, qui s'appelle BD Fugue Café, qui est une librairie qui fêtera ses 40 ans l'année prochaine. En tout cas, je compte bien qu'on les fête. Donc, on va aller jusque-là au moins. Et donc, voilà, une librairie avec un concept, avec un bar. C'est pour ça qu'on s'appelle BD Fugue Café et qui est dédié à la BD au 9e art au sens large. Donc, BD, comics, manga et tout ce qui va être produit dérivé autour. Ouais. D'accord. Une librairie. Alors, tu es trop modeste, Vincent, parce que Et qui est dédié une à la... librairie qui a abrité en son sein parmi les plus illustres personnes de la pop culture vivante aujourd'hui. Ouais, il y a eu des gens chouettes, mais je ferai pas de Oui. liste, c'est pas bien. Non, mais, faut pas faire des mais, listes, mais faut préciser aux gens quand même que, mais on a voilà, des beaux c'est événements pas, toute l'année. On est aussi la boutique officielle du Festival du film d'animation d'Annecy, qui est le plus grand festival au monde autour de l'animation. Et c'est une période notamment où on va recevoir effectivement des artistes exceptionnels. Alors pour faire le lien au manga, Leiji Matsumoto pardon, est venu, Otomo est venu et un certain nombre d'autres effectivement assez remarquables. Ça va. voilà, tu n'es pas un simple vendeur d'Astérix. Oh, mais la Tu as BD, côtoyé, ça va non, bien mais tu as au-delà. côtoyé les plus grands, et tu as un point de vue, comment dire, privilégié sur l'envers de cette industrie, parce que tu as rencontré énormément d'éditeurs, énormément de grands auteurs, de grands réalisateurs, donc tu sais comment ça marche quand même. Je t'ai même eu toi dans ma librairie, c'est pour dire. Oui, voilà. Donc tu vois, rien que ça. Du coup, j'ai une première question. Comment ça s'est passé pour vous, le confinement? Oh, c'est une vaste Vincent, je t'en question, ça, prie. dis donc.
Alors, je vais te le faire. Je vais te le faire. C'était long, 8 semaines, donc il y a eu plusieurs étapes. La première étape a été très très difficile. On le voyait tous arriver. C'était plus ou moins annoncé, mais j'avais tendance, comme beaucoup, à croire qu'il nous restait au moins une semaine devant nous Mhm. avant que ça nous tombe sur le coin de la gueule. Et le soir où ça a été annoncé aux 20 heures, bah, moi j'étais encore à la librairie. Le samedi soir, je suis là jusqu'à 22 heures, 23 heures des fois pour finaliser toutes les commandes, pour être prêt pour les clients, pour avoir tout ce qu'il faut pour la semaine suivante au plus vite. Donc je reste tard. Et là, j'ai mon associé qui m'a téléphoné, qui m'a dit arrête les commandes, ça ferme. Et on est confiné pour un temps encore indéfini. Là, je te cache pas que j'ai fondu en larmes. J'avais l'impression qu'on m'arrachait une partie de moi-même. C'était vraiment terrible. Après, j'ai passé le week-end à être dans le déni, à dire non, mais on va trouver des solutions, on va livrer les gens, on va aller chez eux, enfin, hors de question de baisser les bras, jusqu'au moment où il a fallu bien admettre en fait que d'un point de vue sanitaire, d'un point de vue euh, santé pour tout le monde, il était important aussi d'un moment de comprendre et d'apprendre de la situation et d'arrêter les conneries, mais plutôt d'admettre. Et donc là, on s'est fait des réunions Skype, pas Zoom, hein, sur ce coup-là, avec tous les gérants des différents BDFUC, puisqu'il y en a 6 en tout. On a commencé tout de suite et on s'est dit, bon, ok, les librairies sont fermées, par contre, nos clients, il faut qu'on garde le contact avec eux. On n'a rien à leur vendre, mais ce qui se passe entre nous et au-delà d'un magasin avec ses clients, et il fallait qu'on trouve le moyen de garder le contact. Donc, on a mis plein de choses en route. On a fait des lettres journal déconfiné qu'on envoyait tous les 2 jours, quand même 63 000 clients. On a créé un groupe Facebook, le cercle des BDphiles confinés, qui s'appelle Déconfinés maintenant. Pareil, très animé, très actif, où il a été question de beaucoup d'activités, d'actualités autour de la bande dessinée, en trouvant aussi le moyen de donner de la bande dessinée numérique gratuite en accord avec les auteurs et les éditeurs, régulièrement aussi des interviews d'auteurs, enfin voilà, plein de choses qui permettaient de garder le lien. Donc ça m'a beaucoup occupé, puisque je me suis retrouvé moi, community manager de tout ça sans avoir pu venir et sans être formé pour. Et en même temps, j'ai travaillé des heures et des heures et des heures. J'ai passé 3 semaines, les 3 dernières semaines, du matin tôt à tard le soir dans la librairie, tout seul, à essayer de sauver ce qui pouvait l'être, ce qui n'était pas évident, et tout en mettant en place un système de click and collect avec les clients qui pouvaient à tout moment donc me joindre, puisque j'étais là à peu près tout le temps, pour nous demander si on avait tel ouvrage ou tel ouvrage en stock, et rendre possible effectivement cette collecte, sachant qu'on a un défaut, nous, à notre échelle, qui est normalement un avantage. On est dans un centre culturel qui est fermé, donc ce centre culturel était inaccessible au public, donc c'était moi qui devais retrouver les clients à l'extérieur. Donc pour ça, on n'avait pas pignon sur rue, c'était très compliqué, il fallait téléphoner, il fallait que ce soit par mail, On donc je va, voyais finalement ok. très peu de monde. On va revenir dessus tout à l'heure. On en reparlera On plus en tard. reparle, Donc ouais. voilà, moi, mes étapes, ça a été vraiment au début une étape comme un deuil, les larmes, puis après le déni, puis l'acceptation. C'était vraiment comme ça que je l'ai vécu les premiers jours. Et puis après, bah, ça a été les bouchées double, triple, quadruple pour essayer de s'en sortir au milieu de tout ça, Très bien. en clair. J'ai oublié d'un truc, Greg. Normalement, je présente Oui. à chaque fois les personnes qui sont là. Charline, est-ce que tu veux bien allumer ta caméra et ton son pour te présenter et savoir ce que tu attends dans cette conversation et pourquoi tu es avec nous? Ouais, Rapidement. alors je suis élève conservatrice des bibliothèques en fait, donc un boulot complémentaire de celui des libraires et des éditeurs. Et j'ai été brièvement libraire avant de passer des concours. Donc curiosité, et c'est vrai qu'on est en train de réinventer aussi notre métier de notre côté. Et je pense qu'on a à apprendre des libraires et à travailler ensemble, et des éditeurs aussi. Donc d'où ma présence ici. Très bien, merci. Donc n'hésite pas, en tout cas, si tu as des questions, à venir rallumer ta caméra et à participer à la conversation. Voilà. Greg, merci, Oui. Charline. Greg, comment tu as vécu aussi, toi, le confinement Alors le confinement, c'est assez compliqué d'un point de vue d'un éditeur parce que je vais d'abord parler du point de vue de l'éditeur en général. Après, je parlerai de mon cas particulier. Mais pour un éditeur, ça signifie que tu as la moitié de tes points de vente qui disparaissent. C'est-à-dire que les libraires, les grandes surfaces culturelles, tout ça, ça se ferme. Mais tu continues malgré tout à trouver des livres dans les super et les hypermarchés. Chez Carrefour, chez Leclerc, chez Auchan,
pour ne citer que, les magasins avaient le droit d'ouvrir parce qu'ils vendaient à manger. Mais c'est pas pour ça que les rayons vêtements ou livres étaient fermés. Donc tu pouvais continuer à acheter des livres, même si évidemment avec un tiers des surfaces commerciales habituelles, tu en vends beaucoup moins. Après se pose la deuxième question, c'est tu fais des hypothèses de savoir combien de temps est-ce que ça va fermer et qu'est-ce qu'on fait, parce que forcément, en sachant que la plupart des libraires sont fermés, est-ce qu'en avril, on sort les nouveautés ou pas? Donc très vite, alors ça dépasse le simple point de vue d'un seul éditeur. Tu as le syndicat national de l'édition, le SNE, qui se réunit et qui décide d'une marche à suivre. Donc la marche à suivre qui a été choisie, ça a été, sauf grosse sortie exceptionnelle, genre le nouveau Hunger Games, le nouveau Musso, sauf grosse sortie exceptionnelle, ça a été de ne pas sortir de nouveautés en avril. Donc il n'y a pas eu de nouveaux livres, il y en a peut-être eu 5 ou 10, tu vois, mais il n'y a pas eu de nouveautés en avril. Ça a été un mois mort en termes de nouveautés. Et chaque éditeur devait ensuite s'arranger pour reprendre l'activité au mois de mai. Alors c'est compliqué parce que il faut choisir comment est-ce que tu vas ressortir les bouquins. Est-ce que ceux d'avril, tu les mets en mai avec ceux que tu avais prévu de sortir en mai, aux grandes dames du libraire, évidemment, qui reçoit de la part de tous les éditeurs 2 fois plus de bouquins que d'habitude, alors qu'il vient à peine de rouvrir sa boutique. C'est un peu chaud quand même. Vincent, je sais pas ce que tu en penses, mais les premiers offices, là, fin mai, vous allez faire la gueule. Ouais, Alors, on on va pas faire la gueule, mais si on devait résumer rapidement, en moyenne, il y a 100 nouveautés par semaine en bande dessinée, manga, comics cumulés. Ça, c'est la moyenne annuelle. Donc là, on a été fermé 8 semaines. Si le temps de la reprise, si on doit avoir 900 nouveautés d'un coup, alors évidemment, c'est pas viable pour les libraires. Nous, on a une très grosse librairie à Annecy, mais la moyenne de taille de librairie BD est quand même bien inférieure à la nôtre. Et même nous, on aurait évidemment non seulement jamais été capable d'absorber ça, mais ça aurait été du suicide pour tous ces ouvrages-là. Donc, il a évidemment été obligé pour les éditeurs de réfléchir en termes d'objectifs par rapport à des enjeux, évidemment, mais aussi, alors il fallait des titres qui donnent envie aux gens de retourner en librairie. Il fallait aussi sécuriser ceux qui avaient plus besoin d'accompagnement, notamment marketing, et ça s'anticipe beaucoup plus à l'avance. Donc non, là, ça va démarrer assez tranquillement, en fait. Hein. Là, on a reçu quelques nouveautés cette semaine qui étaient en fait sur le point de partir chez les distributeurs. On les a reçus là. Ils étaient prêts au moment de se faire confiner, donc content qu'ils les envoient. Et ça va redémarrer dans 10 jours à peu près. Et c'est là que ça va démarrer assez tranquillement, quand même. En tout cas, sur le nombre de nouveautés qu'on aura eu sur le mois de mai, ça aurait été peau de chagrin par rapport à ce que ça aurait dû être normalement, effectivement. Parce que moi, je sais pas trop ce que font les collègues, mais nous, chez Kurokawa, ce qui a été décidé, c'est de refaire un lissage complet. C'est-à-dire que les nouveautés d'avril passent en mai, une partie des nouveautés de mai restent en mai, mais les autres passent en juin. Les nouveautés de juin, il y en a une partie qui passe en juillet, etc., etc., parce que on peut pas se permettre de surcharger comme ça les rayons, ça ne rend service à personne. Et surtout, en termes de production, on peut pas suivre non plus, parce que certes, les libraires ont fermé, mais les distributeurs n'étaient plus là non plus. C'est toute la chaîne. L'imprimeur aussi, il était fermé. Attention, j'ai failli me faire renverser, excusez-moi. Il y a des gens, voilà, le feu rouge, c'est une option. Ils ont plus l'habitude. Donc, l'imprimeur aussi était confiné. Donc, forcément, ils ont imprimé beaucoup moins de bouquins que ce qu'ils font habituellement. Donc, ça a été à l'éditeur aussi de trancher, lui dire, bah non, tu m'imprimes plutôt ci et pas ça. Et au final, ouais, on se retrouve avec un gros lissage. Moi, j'avais une nouveauté, j'avais un nouveau titre que je devais lancer en octobre. Je vais le décaler en 2021 parce que ça va être trop compliqué de le lancer maintenant cette année. Il y aura trop de concurrence. Les gens auront peut-être autre chose à penser. Et l'environnement sera pas le bon en fait. C'est ça, parce qu'un livre, ça s'accompagne. Il y a du marketing avec, et toi, plus encore dans ton secteur, sur le manga, parce que t'as pas les auteurs, entre guillemets, à dispo pour ça, donc il faut faire une communication annexe, avec un public, en plus, qui peut être très captif, mais qui va avoir plusieurs moyens d'accroche, que ce soit lié à de la vidéo, Internet, les réseaux sociaux, ou encore d'autres astuces, j'ai envie de dire.
Donc c'est pour ça, sortir les livres pour sortir les livres, ça n'a aucun sens. On est dans une société de consommation, mais on est aussi dans du produit culturel. Et, euh, et quand on arrive dans une librairie, on a toujours quand même une petite idée, une envie de ce qu'on veut. Le libraire, s'il reçoit 900 nouveautés d'un coup, il sera incapable de conseiller quoi que ce soit puisqu'il n'aura pas pu les lire. Bien sûr. Donc il faut tout répartir, il faut tout associer. Et le manga a entre guillemets cette chance-là d'être sur de l'achat de droit, donc ça peut plus facilement entre guillemets se décaler, même si en fait on subit le confinement japonais aussi, hein, donc tout le monde est un peu Oui. à la même enseigne. Mais c'est quand même des règles qui sont redistribuées, tandis que sur le marché, on va dire de la production franco-belge, là les auteurs se retrouvent complètement coincés avec des parutions qui ont aucune existence internationale et qui devaient prendre vie, qui vont pas prendre vie pour certaines dans un an seulement. Oui. Donc voilà, c'est encore un autre rythme de réflexion, mais J'allais c'est vous poser- normalement pour rendre service au livre. J'allais vous poser la question justement, comment ça s'est passé aussi, du coup, vu que pendant un mois ça s'est stoppé, comment ça s'est passé aussi économiquement en fait pour vous, si on Ah, était... là, tu vas faire pleurer les spectateurs. Tu Non vas mais voir. non mais il faut le savoir aussi, je pense. Enfin, il faut qu'on le sache aussi, parce que la plupart des gens ne sont pas forcément informés, surtout dans ce domaine-là. Donc, comment ça s'est passé aussi techniquement et économiquement? Bah, Bah, le- pour nous, en tant Vas-y, Greg, ouais. qu'éditeur, pardon, je n'avais pas vu que tu avais commencé, excuse-moi. Non, non, c'est bien, c'est bien. En tant qu'éditeur, ça va dépendre vraiment des secteurs. Je pense qu'il y a des secteurs qui sont plus touchés que d'autres. Dans les mangas, on est le secteur qui se maintient le mieux avec le livre de poche, puisque là, sur la période d'avril, au doigt mouillé, hein, j'ai pas eu les derniers chiffres, mais à vue de nez comme ça, si tu compares les ventes du mois de mars avec les ventes du mois de janvier, on a vendu un tiers à peu près. Donc on a une baisse d'un peu plus de 60% des ventes, ce qui est énorme, hein, ce qui est énorme, mais ça se maintient mieux que sur d'autres secteurs en fait. D'accord. Et pour toi, du coup, Vincent? Ah bah, alors, pour moi, ça a été blackout total, hein, parce que je disais, j'ai fait un peu de click and collect, mais finalement très symbolique. Donc, quand je voyais 4 clients dans la journée, c'était un petit peu la moyenne haute. Alors, Donc, c'était plus pour leur rendre service que pour nous, hein. le click and collect, en fait, il venait sur un site ou il venait sur... comment ça se passait, le click and collect en librairie? Alors, on n'avait pas prévu cette situation. Donc, on a un site bdfug.com qui est très réputé d'ailleurs pour les lecteurs de bande dessinée, mais qui est vraiment un site indépendant. C'est une librairie de plus, en fait, parmi les BDFug. Donc, son stock, c'est le sien. Et on n'avait jamais agrégé le stock des autres librairies sur le site. Donc là, on a en ce moment un informaticien qui travaille dessus depuis 2 semaines, hein. Ça a l'air facile sur le papier, mais c'est toujours très long. Donc, dans les prochains jours, peut-être même les prochaines heures, le site euh, communiquera les stocks réels des librairies physiques. Donc, si on est reconfiné, notez bien que vous pourrez connaître notre stock. C'est pas le but, hein, mais si jamais. Et donc, dès à présent, enfin, dès la semaine prochaine, les clients pourront même prévoir leurs achats en disant, bah, tiens, le tome 12 de Yakari, vous me le mettez de côté, je passe mercredi, par le biais du site. Mais non, notre stock n'était pas visible ni lisible sur Internet, donc il fallait nous écrire ou nous appeler pour dire, voilà, je voudrais Full Metal Alchemist, les 2 intégrales perfectes, magnifiques, je veux absolument avoir dans ma bibliothèque. Merci. Est-ce que vous les avez? Un petit placement de produit. Et à ce moment-là, on les avait évidemment, puisqu'on a des magnifiques piles. Et donc là, on donnait rendez-vous, je donnais rendez-vous au lecteur en disant, bon, bah, je suis là, à part pour manger le midi, je suis là toute la journée, qu'est-ce qui vous arrange? Et on se donnait rendez-vous à un endroit précis. Donc c'était très bricolé par rapport à la situation. De tout ce qu'on a fait, toutes les actions qu'on a eues, finalement, c'est la plus bricolée, mais parce que aussi, ça s'improvise pas comme ça de faire un site internet Bah non, du jour au lendemain en et plus. qu'il va falloir encore là quelques jours pour finaliser cette option. Mais il y a aussi d'autres sites qui existent, que la place des libraires, etc. Il n'y avait pas moyen de faire aussi quelque chose Non, parce de... que en fait, la librairie est désormais un petit peu ancienne. Elle s'est informatisée il y a pas loin de 20 ans. À l'époque, c'était pas démocratisé le logiciel pour librairie, et on a fait créer notre logiciel par une boîte informatique qui est très pro et qui fait des logiciels de caisse, qui a adapté plein de choses pour nous à notre demande, mais finalement qui est donc pas affilié à tous les systèmes Place des libraires, Chez mon libraire et autres systèmes comme ça. Et là, je leur ai fait faire d'ailleurs un devis cette semaine justement pour voir si c'était faisable facilement. Bon, ça me coûte 900 euros si jamais je veux le faire. Ça fait réfléchir quand même un petit peu. 900 euros,
au vu de la marge des livres, en fait, c'est forcément déficitaire et de beaucoup. Donc non, c'est pas quelque chose qu'on a pu faire non plus facilement. Et même là, à l'heure actuelle, ça reste tout aussi compliqué. Donc on misera sur notre site à nous, bdfuc.com, je le rappelle donc. Incessamment sous peu, mais non, vraiment là, c'était option bricolage au moins pour cette partie-là une fois de plus. Le Et, reste, je pense qu'on a été très bon, mais là-dessus, et au niveau justement, pendant que Greg rentre chez lui, qu'est-ce que vous avez mis en place du coup pendant cette période-là? Il y avait Click and Collect, et du coup tu disais qu'il y avait aussi une sorte de newsletter pass Facebook en fait où vous donnez parole. Qu'est-ce qui a été mis en place aussi, comme innovation entre guillemets euh, pendant ce confinement? bon, notre priorité absolue, c'était de garder le lien avec les clients. C'est vraiment d'avoir ce lien-là, même si on n'avait rien à leur vendre sur le principe. Effectivement, nos rapports seront, je l'estime, et on en a tendance à tous s'estimer comme ça, et je l'ai vu là toute cette semaine, tous les remerciements de clients qu'on a eus, qui ont adoré tout ce qui s'était passé, malgré la situation, ça m'a prouvé effectivement que nos rapports avec nos clients étaient bien au-delà de rapports commerciaux uniquement. Mais on avait quand même trouvé entre guillemets des solutions qui pouvaient commencer à se rapprocher de, 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 de plan B, on va dire. Alors on a mis en place un système de réservation sur le site là qui lui est toujours actif, où on n'a pas accès au stock de la librairie, mais on peut se faire une liste d'envie sur bdfuc.com et après décider de l'envoyer à sa librairie. Et puis c'est là donc on a le plaisir quand même d'aller chercher, d'aller fouiner sur ce qui existe. On coche, on met dans le panier et le panier, en fait, il n'est pas commandé sur le site internet. À la fin, on finalise en le mettant en liste d'envie, communiqué auprès de sa librairie. Donc ça, il y a eu un certain nombre d'options qui sont faites comme ça. Il y a eu un système de bon d'achat aussi qui s'est créé. C'est-à-dire que le lecteur qui avait envie de nous soutenir pouvait acheter des bons d'achat dans sa librairie par le biais toujours du site. Et ce système de bon d'achat a été, moi j'aimais beaucoup cette idée-là parce que c'était pas un don. On disait pas à nos lecteurs, vous comprenez, on est en train de souffrir. En fait, on est tous dans cette situation. Tout le monde était évidemment dans ce confinement, donc il n'y avait pas de raison que d'un coup, nous plus que les autres. Mais par contre, on avait quand même cette possibilité pour le client, on va dire, de faire une avance sur ses prochains achats. Le lecteur qui faisait un chèque cadeau de 50 € dans la librairie, il l'a retrouvé là, une fois la librairie ouverte, et il a pu le dépenser. Par contre, nous, ça nous a permis de payer les échéances sur un certain nombre de fournisseurs et un certain nombre, effectivement, de paiements à faire. Donc, ça, pareil, ça nous a pas sauvés, mais c'était quand même un petit pas de plus pour nous, sans être non plus dans un misérabilisme ou dans un besoin de quête auprès du lecteur. Je trouvais que c'était bien équilibré. Et comment Donc, ça il y se avait ces passe? options-là. Et comment ça se passe? Parce qu'en fait, à chaque fois, vous faites un achat de stock qu'on vous vend. Et là, pendant du coup 8 semaines, en fait, il y avait des stocks qui étaient présents sans les ventes. Vous avez dû les retourner. Enfin, comment ça s'est manifesté? Alors effectivement, rapidement pour ceux qui suivent et qui connaissent pas bien forcément le principe de la librairie, Greg le rappelait, c'est un secteur qui est un petit peu préservé quand même d'un point de vue culturel, puisqu'il y a une loi langue, justement, on en a parlé aussi, qui existe depuis 1981, que très peu de gens connaissent pourtant, qui s'appelle aussi la loi du prix unique du livre. Donc le livre a un prix défini par l'éditeur, c'est le même prix partout, ça sert à rien de faire le tour de Fnac, Lidl et site internet, ça sera toujours le même prix. Et simplement, le libraire a le droit de faire 5% de remise à son client, qui fait souvent sous forme d'une carte de fidélité pour cumuler un petit peu des points là-dessus. Donc, on achète un livre avec un prix bloqué, avec un potentiel inconnu, puisqu'on parle de culture et pas de petits pois. Donc, on n'a pas une idée d'avance de ce que les gens vont vouloir consommer au sens exact du terme. Il y a du feeling, il y a de l'habitude, il y a une connaissance de nos clients. Et puis, il y a nos propres goûts qui jouent évidemment là-dedans, puisqu'il y a des titres qu'on va un petit peu plus défendre naturellement en fonction de nos propres appétences. Et donc l'accord qui existe avec les éditeurs, c'est que ok, on vous met en place cet ouvrage, vous y croyez, vous nous l'avez bien vendu, ça a l'air effectivement très bien ou pas d'ailleurs, et donc on va l'accompagner, mais on a une prise de risque qu'on peut pas assumer au sens exact du terme. Donc un peu comme la presse, les invendus peuvent repartir. Après, l'idée, c'est d'éviter ce système-là. Le but, c'est effectivement de faire des commandes qui sont à la hauteur de la véritable estimation qu'on a, nous, de ce qu'on pense pouvoir vendre, et plutôt recommander par-dessus plutôt que retourner.
Là, évidemment, dans un cas de figure comme celui-là où la trésorerie est extrêmement dangereuse, puisque l'autre particularité de la librairie, c'est que c'est le commerce de proximité le moins rentable. Donc, c'est un travail de passion, c'est pas grave. On sera jamais riche, mais on aime ce qu'on fait. Et arriver le matin au boulot avec la banane, c'est formidable d'aimer son travail. Mais là, la passion, elle suffit plus dans un cadre aussi exceptionnel que celui-là. Donc, effectivement, on a réfléchi à faire des retours, mais le but, c'est aussi d'avoir conscience de toute la chaîne du livre qui en découle. C'est-à-dire que les éditeurs derrière, recevoir plus de retours qu'ils n'ont fait de vente, c'est pas leur rendre service non plus. Et puis surtout, la situation au niveau de nous, de nos échéances, de notre stock, elle s'est entre guillemets simplement gelée. C'est pas comme si on avait continué à payer nos factures auprès des principaux éditeurs. Il y a les petits, si on a continué malheureusement. Enfin voilà, tout le monde n'est pas à la même échelle. Mais les gros, les très gros, ceux qui peuvent gréver véritablement notre trésorerie, ils ont tous reporté à 60 jours l'échéance de nos factures. Donc, en fait, tout ce temps où on a été fermé, c'est aussi un temps où on n'a pas payé. Donc, faire des retours en masse, et maintenant, c'est plutôt être contre-productif par rapport au marché du livre que véritablement l'accompagner. Alors après, ça ne veut pas dire qu'on doit mourir avec la fleur au fusil en disant « Ah, c'est formidable la chaîne du livre ». On fait des retours, évidemment, mais avec beaucoup de prudence. Donc, c'est pas ça qui nous sauve, c'est une particularité, mais c'est pas ça qui nous sauve, mais c'est aussi pas une solution pérenne. Le client qui vient là, qui a pas de nouveautés pendant 3 semaines, il a besoin de ces livres qu'on a en stock. Il a besoin de voir ces nouveautés qui étaient arrivées en février, en mars, mais il a aussi besoin de tout ce qu'on a dans nos rayons. Là, aujourd'hui, j'ai passé une journée à vendre énormément de titres remarquables qui étaient directement dans mes rayons parce que les clients ont le réflexe de demander il y a quoi de neuf, mais attendez, il y a quoi de vieux aussi que vous connaissez pas. Donc, c'était le moment de ressortir plein de choses, c'était le moment de remettre en avant plein de titres remarquables qui, pour certains, avaient 10, 15, 20, 30 ans et qui sont malgré tout intemporels et qui étaient, pour beaucoup de clients, finalement, vécus comme de la véritable nouveauté. Donc, non, le retour, ça doit pas être la solution, c'est juste une désamorce, allez. Ouais, c'est bien. D'un danger. Et quand on voit bien qu'on a encore 30 exemplaires d'un titre qui, 1 mois et demi avant le confinement, n'a été vendu que par 3 exemplaires, il n'y aura pas de miracle là. Donc lui, il fera partie des retours un peu en priorité, en gardant quand même. Mais non, le but, au contraire, c'est de vivre un maximum avec ce qu'on a à l'heure actuelle à proposer, surtout que les distributeurs se remettent en route, comme le disait Greg, plus ou moins facilement. Donc là, les réassorts n'arrivent pas non plus en 24-48 heures comme c'est le cas d'habitude. Donc, comme on va mettre un petit peu plus de temps à avoir du stock, le stock qu'on a maintenant, finalement, est aussi très précieux pour pouvoir proposer des choses de qualité à nos clients. D'accord. Greg, tu es encore là ou... Oui, je suis rentré chez moi, ça y est, voilà. C'est beau, je suis arrivé dans ma demeure. Voilà, c'était long parce que évidemment c'est le samedi, donc il y a des mecs qui bricolent, donc j'ai attendu l'ascenseur un peu longtemps. Mais voilà, ça y est, je suis posé. Je pense que en plus j'ai plus mon masque, donc vous allez avoir une meilleure qualité vidéo et sonore, voilà, grâce au Wi-Fi et tout ça. Très bien. Voilà, bienvenue chez moi du coup. Mais merci. C'est le principe du Cozy Lab, c'est on est dans les salons de chacun, le salon dans ton salon. Toi, par rapport, du coup, on a vu côté libraire. Toi, côté édition, comment aussi ça s'est déroulé? Parce que du coup, on parlait du coup des stocks. On parlait des stocks. C'était pas une bonne idée aussi du coup de faire du va-et-vient comme ça. Est-ce que toi aussi c'était pareil? Tu as dit que c'était gelé, vous lissez en fait sur les autres périodes. Comment ça s'est passé même sur les achats de droits par rapport là du coup au Japon? Salut le chat. Salut le chat. Voilà. Je vais t'avouer un truc, hein, c'est que la période n'était pas très. Mais ça va, je te dérange pas. Et bien, ok. Mais les chats, ça fait toujours du buzz. Voilà. C'est ça. Donc, je disais, pardon, oui. De toute façon, la période a été assez calme, c'est-à-dire que la plupart des éditeurs japonais nous ont dit bon bah. Cette offre-là, voilà, tel titre, on vous demandait de nous envoyer une offre avant telle date. Bon, on va reporter un peu, on va vous laisser tranquille. Il y a eu aussi, on a pu finaliser les choses qu'on avait déjà en cours de négociation, mais pour ce qui est nouveaux achats pendant cette période-là, ouais, c'était un peu plus compliqué. On a tous mis un petit peu, je pense, la pause là-dessus parce que c'est compliqué de dépenser de l'argent que tu ne sais pas si tu l'auras ou pas quand tu reviendras. Voilà, donc tu fais plus attention forcément, et puis les éditeurs japonais aussi n'avaient pas forcément intérêt à lâcher leur meilleur titre
à un moment où forcément les gens n'étaient pas forcément prêts à mettre le plus d'argent possible non plus sur la table. Donc il y a eu des choses qui ont été faites, hein, il y a eu des achats de droits qui ont eu lieu, mais il y a pas eu des grandes guerres comme la grande guerre de One Punch Man, la grande guerre de My Hero Academia. Ouais. Ça a été plus cool, on va dire. Et puis de toute façon, il n'y avait pas non plus de gros titres en jeu à ce moment-là. Et je pense que s'il y en avait eu, les éditeurs auraient été suffisamment malins pour dire on va attendre un petit peu. D'accord. Et la Un peu situation, comme le deuxième tour des élections municipales. c'est ça. Et comment là, on parle d'achat de droit, comment c'est passé aussi par rapport au Japon est-ce que tu as du coup, et même en France, je sais pas si Vincent ou Greg, vous avez eu des échos, mais comment c'est passé aussi pour les auteurs est-ce que vous avez Alors aussi... pour les auteurs japonais, ça n'a pas changé grand-chose, parce que c'est des gens qui sortent jamais de chez eux. Surtout ceux qui travaillent dans des séries, dans des magazines hebdomadaires, puisque ils ont une demi-journée de vacances par semaine, et la plupart du temps, ils sont juste chez eux, isolés. Alors ils voient du monde parce qu'il y a les assistants qui viennent de l'extérieur pour bosser. Il y a aussi le responsable éditorial qui vient chercher les planches, avec qui ils ont rendez-vous. Les auteurs qui ont été le plus touchés par ça, c'est les auteurs qui ont l'habitude de travailler au café, par exemple. Parce qu'il y a beaucoup d'auteurs de manga qui font ça, qui vont réfléchir à leur scénario au café ou dans des restaurants, dans des cafétérias, parce que justement, cette espèce d'ambiance brouhaha, ça les aide à bosser. Par exemple, Hikaru Nakamura, la dessinatrice des vacances de Jésus et Bouddha, tous les rendez-vous qu'on a eus, c'était dans un Mister Donuts. Parce que voilà, dans son quartier, il y a un Mister Donuts et elle a sa table. C'est un tout petit coin. Alors personne ne sait qui elle est, personne ne connaît son visage, et donc elle a ses habitudes. De telle heure à telle heure, elle est dans ce Mister Donuts, dans la petite table du fond, et elle cherche des idées pour ses mangas en regardant les gens autour d'elle et tout. Et il y a beaucoup de mangaka qui travaillent comme ça en fait, qui travaillent dans des cafés. Je sais que Takehiko Inoue, donc l'auteur de Slam Dunk et de Vagabond, c'est pareil. Quand il était venu en France au Salon du Livre, il avait son habitude, il allait dans un petit café qu'il avait repéré, et tous les jours, il allait faire ses planches. Voilà, et après, hop, il allait au Salon du Livre, il faisait ses dédicaces, et il retournait au café bosser. Ça, pour le coup, il y a beaucoup de mangaka qui n'ont pas pu faire ça, parce que évidemment leur éditeur leur a dit non, c'est trop risqué, il faut pas que tu es dans un endroit public. Donc il y en a pas mal qui ont perdu en productivité. Hein. Il y a eu aussi des ralentissements en termes de production, puisque effectivement la plupart des maisons d'édition ont fermé pendant le confinement. Alors, elles continuaient à fonctionner en télétravail, mais forcément c'était pas mal ralenti. Notamment ils ont découvert qu'il y avait un employé du Shonen Jump qui avait une suspicion de virus. Hop, ils ont tout fermé, donc les mecs bossaient de chez eux, ils pouvaient plus rentrer à la rédac. C'est-à-dire qu'il fallait qu'ils se débrouillent entre bosser chez eux et aller chez le mangaka chercher les planches. Donc forcément, c'est un peu plus acrobatique, mais l'avantage, c'est que c'est arrivé en 2020, à une époque où il y a beaucoup de mangaka qui ont sauté le pas du manga, on va dire en numérique, et donc qui ne bossent plus sur du papier forcément, ou alors ils bossent sur du papier, mais après ils scannent leurs planches, et ensuite les assistants peuvent travailler chacun de chez eux. C'est-à-dire que tu scannes ton dessin, tu l'envoies à l'assistant met une texture dessus, il va l'ancrer, etc., et il te le renvoie fini. Donc il y a pas mal de mangaka qui ont pu bosser comme ça de chez eux, avec leurs assistants chacun chez soi, et ensuite envoyer les datas de leur chapitre une fois terminé. Mais des auteurs un peu plus traditionnalistes qui bossent que en papier, ça a été un petit peu plus compliqué pour eux, même si évidemment la plupart des séries ont réussi à continuer. Et du coup, est-ce que ça, du coup, au niveau aussi, est-ce que c'est une répercussion, ça aura une répercussion ou pas du tout? Alors, je suis en train de réfléchir, mais j'ai pas l'impression. Il y a eu beaucoup plus de répercussions dans le monde de l'animation que dans le monde du manga. Parce que les mangas, tu peux les dessiner à 3, 4, 5 ou 6, et puis bon, il suffit d'un mec qui prenne le taxi pour emmener les planches d'un point A à un point B. L'animation, il faut que des dizaines et des dizaines de personnes se réunissent dans un même lieu, c'est-à-dire dans le studio, et qui dessinent, qui encrent, qui gouachent. Aujourd'hui, l'animation japonaise, la plupart des dessins sont réalisés au Japon, mais sur certaines productions, les intervalles et notamment la colorisation sont faites à l'étranger.
que ce soit en Corée, Vietnam, et tous ces studios de production, forcément, ils étaient fermés. Donc tu as plein de dessins animés, plein de séries de dessins animés qui sont en retard parce que ils n'étaient pas en avance sur la production des épisodes, et au bout de quelques semaines, ils n'ont pas pu suivre la prod, et donc tu as pas mal de dessins animés, notamment le plus gros, celui qui a fait le plus de bruit, c'était évidemment One Piece, qui n'a plus de nouveaux épisodes là depuis un moment. Donc ils font des rediffs parce que les gens, le studio Toei n'est pas ouvert, donc les gens ne peuvent plus réaliser de dessins animés. Et c'est pareil pour les feuilletons, tous les dramas, il y en a plus. Les fans de comment ça s'appelle Terrace House. Oui, voilà, je cherchais Terrace House, j'ai eu une absence. Les fans de Terrace House, c'est pareil, je crois qu'ils ont coupé au 4e épisode parce qu'ils pouvaient pas dire aux gens, vous allez habiter sous le même toit. Non, si machin il me tousse dessus, je veux plus. Voilà. Donc il y a pas mal de choses qui ont sauté en termes de divertissement japonais, mais le manga s'accroche, on va dire. Okay. Et du coup, côté... là, on va revenir sur le manga et sur la BD, et même sur le livre en général. Est-ce que vous pensez que ça aura une répercussion, du coup, sur l'avenir au niveau de l'édition, au niveau librairie? Vincent? Ouais, écoute, oui, de manière évidente. Un exemple que je pense illustre bien le déclencheur et tout le château de cartes qui s'écroule un petit peu aussi. Les éditions Glénat, par exemple, avec qui je travaille beaucoup, qui font beaucoup de bandes dessinées, mais aussi du comics, du manga ou de la jeunesse d'ailleurs, et des livres de montagne. En tout cas, c'est 43% du secteur BD des éditions Glénat qui ne sortira pas en 2020, alors qu'ils étaient prévus pour sortir en 2020. Donc, quand on a 43% de son programme comme ça qui se décale, ça veut dire qu'il y a 43% des titres qui sortiront sur 2021 et qui seront autant de livres qui ne seront pas signés en 2021 avec des nouveaux auteurs, des nouveaux projets, puisqu'ils auront déjà un programme éditorial. Donc, ça décale tout, ce qui fait que les auteurs qui travaillent là maintenant en train de finir leur album sont pas du tout certains de réussir facilement à signer de nouveaux projets dans la foulée. Et finalement, tout le monde est tributaire de tout ça. Et c'est vrai qu'on parle depuis quelques années qu'il y a une surproduction, qu'il faudrait mettre en route une décroissance sur la production parce qu'effectivement, il y a une saturation du marché. Cette décroissance, elle s'impose à nous pour cette année. On verra si c'est une si bonne idée que ça. J'en suis pas totalement convaincu. Moi, je pense au contraire qu'il faut plutôt plus impliquer les lecteurs qui se sous-estiment et qui se rendent pas compte à quel point ils sont des lecteurs de BD, comics ou manga. Mais à l'heure actuelle, effectivement, on est dans un déséquilibre qui va être mis à mal avec la situation actuelle. Et là, on est en plus dans le scénario où il n'y a pas de deuxième vague de reconfinement. Donc 43% chez juste Glénat qui se décale, ça veut dire que c'est aussi 43% d'appels aux lecteurs pour venir en librairie qui n'existeront pas. Ça veut dire aussi des droits qui ne tomberont pas. Ça veut dire des ventes il y a énormément de conséquences évidemment sur le marché du livre en global. Et là, on est dans de la création. En plus, effectivement, il y a les traductions, il y a les achats de droits, dans un sens comme dans l'autre, parce que les éditeurs franco-belges vendent aussi beaucoup à l'étranger. Donc voilà, les conséquences sont, à mon avis, pour quelques années. D'accord. Et ça, simplement avec 60 jours de fermeture. Ouais. Et du coup, toi, tu l'as vu comment, même par rapport à ton groupe, au groupe Editis, dont Kurokawa fait partie, tu l'as vu comment aussi, Greg? Enfin, tu le vois comment? Alors, l'avenir, effectivement, va être assez différent parce que il va falloir réfléchir à l'avenir et à la manière dont on va, comment dirais-je, comment est-ce que on va voir ça à l'avenir? Comment est-ce qu'on va appréhender le métier du livre dans sa distribution, dans qu'est-ce qu'il faut prioriser? Parce que regarde, je parle vraiment du manga là, uniquement du manga, mais ça peut se transposer à n'importe quel éditeur de littérature ou de BD ou de livres pratiques. Cette année, il n'y a aucun événement. C'est une année blanche. C'est-à-dire que pour beaucoup d'éditeurs, et notamment les plus petits, tu as les salons, que ce soit des salons nationaux ou régionaux, c'est hyper important. Et à part Angoulême, qui est passé entre les gouttes,
Il n'y a pas le salon du livre, il n'y a pas Polymanga, il n'y a pas BD Expo, il y a BD Expo. Qu'est-ce que je raconte Lyon, Japan Expo. Japan Expo, ouais. Il n'y a pas Paris Manga. Il n'y a pas Art to Play. Il n'y a pas qu'est-ce qu'il y a d'autre Le Toulouse Game Show. Il n'y a pas Celui de Lyon aussi, je sais plus comment ça s'appelle. voilà, Lyon tu vois, BD, ouais. il n'y a pas Japan Expo Sud. Ouais. Voilà, il n'y a pas Lyon BD, il y a pas et là je parle que pour le manga. Ouais. Mais il n'y a pas Quai des Bulles, il n'y a pas Quai du Polar non plus. Il n'y a pas Saint-Maur en poche, il n'y a pas tout ça, il n'y a pas tous les petits salons régionaux. Regarde, rien que Vincent, il n'y a pas le festival d'Annecy. Donc lui, ça lui fait beaucoup enfin c'était beaucoup de clients pour toi le festival d'Annecy. C'est Donc, du gigantisme normalement. Et puis on avait un festival de bande dessinée qu'on organise nous, qui était les 3-4 avril. Donc là, c'est coup dur, Ouais. c'est coup dur. Oui, oui, effectivement. Donc ça veut dire que pendant un an, là va y avoir 10 mois où je vais pas pouvoir prendre la température, je vais pas pouvoir discuter avec les lecteurs, je vais pas pouvoir créer de nouvelles opportunités. Je vais pas pouvoir prendre la parole non plus, parce qu'un salon, c'est aussi l'occasion de faire connaître tes nouveautés en amenant soit des auteurs pour qu'ils fassent des conférences, soit en faisant toi-même des animations. Donc c'est très compliqué. Tu n'existes plus, en fait. Tu vas continuer à exister dans les rayonnages, tu vas continuer à exister sur les réseaux sociaux, mais tu n'auras plus de contact humain. Tu n'auras plus ce moment physique où tu vas persuader quelqu'un que ce manga est bien et qu'il doit l'acheter. Où tu n'auras plus ce moment où un auteur va découvrir son public français. Et ça, c'est vraiment très dommageable pour les éditeurs de ne plus pouvoir rencontrer le public, parce que le public, les gens qui aiment vraiment beaucoup les livres et qui se déplacent dans ce genre de convention, ils y vont aussi pour retrouver un univers, pour partager des choses, pour vivre des choses avec des gens qui aiment les mêmes trucs qu'eux, et ça fait partie de l'expérience en fait. C'est-à-dire que les gens vont à Japan Expo, ils vont pas à Japan Expo pour acheter des livres, ils vont à Japan Expo parce qu'une fois par an, ils peuvent rencontrer des gens qui, comme eux, aiment l'animation, aiment les mangas, aiment la pop culture japonaise, et c'est l'occasion de rencontrer des amis que tu t'es fait dans d'autres régions de France. C'est le grand rendez-vous, et c'est aussi le moment où les fans peuvent discuter avec les auteurs, ils peuvent discuter avec les éditeurs, leur dire ça j'ai aimé, ça j'ai pas aimé. Et pour moi, c'est quelque chose qui n'a pas de prix de pouvoir. Enfin moi, je suis un éditeur qui fait beaucoup de salons, et j'adore être derrière la table ou dans les couloirs et discuter avec les gens. J'adore les écouter, qui me disent ça j'ai aimé, ça j'ai pas aimé, parce que c'est aussi ton boulot d'éditeur de savoir ce qui plaît, ce qui plaît pas, et aussi de savoir, d'arriver à deviner ce que les gens veulent alors qu'ils savent même pas qu'ils le veulent. Donc tout ça, je l'ai perdu. Tout ça là, c'est une année où je l'ai pas déjà. Et même C'est si assez embêtant. même par rapport à la virtualisation, il y a Kana par exemple qui fait des lives. Est-ce que Mais moi aussi j'en fais des lives, mais moi aussi j'en fais des lives, mais les lives tu peux pas, c'est pas la même chose. C'est-à-dire que sur un live, on n'est pas à égalité, c'est pas un échange un live. Un live, j'arrive et pendant une demi-heure, une heure, je déroule ce que j'ai prévu de dire. Ah ben voilà, il y a ça qui va sortir à telle date, etc., etc. Et après, est-ce que vous avez des questions? Et là, les mecs bombardent les questions. Quand on va sortir, est-ce que vous connaissez Bidule, etc., etc. Mais c'est pas un véritable échange. Je peux pas prendre les gens un par un. Je peux pas voir quelqu'un prendre un livre et dire ah bah tiens, si ça vous intéresse, je peux vous proposer ça aussi. Je peux pas avoir quelqu'un qui va venir me voir et me dire voilà, je cherche un livre pour mon petit garçon, il a 14 ans, il aime les voitures, qu'est-ce que vous me conseillez? C'est pas du tout le même genre d'échange. C'est tu conserves une espèce de proximité, mais c'est pas ce que tu crées de cet échange n'est absolument pas la même chose que quand tu rencontres les gens et que tu discutes avec eux pendant les salons. Mais du coup, est-ce qu'il n'y a pas une sorte de mutation qui s'est créée aussi durant ce confinement ou attention, moi j'espère que les salons vont revenir l'année prochaine. Mais 2020, ça va vraiment être une année blanche pour beaucoup de choses, beaucoup de gens. Ça va être, bah, tu vois, un truc tout con. Cette année, c'était les 15 ans de Kurokawa. Ça devait être une fête. On avait organisé plein de trucs. Il devait y avoir plein... devenir dessus, voilà. Ouais. Il devait y avoir plein de choses en librairie. Tu vois, par exemple, Vincent, je pense que tu les as reçus, mais tous les mois, on offrait un ex-libris différent aux gens quand ils venaient dans les librairies acheter des bouquins. Bon, si les gens viennent plus acheter de bouquins en librairie, les ex-libris ils dorment. C'est pas une fête de 15 ans, puisque les gens viennent pas chercher leurs cadeaux. Oui, bien sûr, ils peuvent pas sortir de chez eux, ils peuvent acheter le bouquin en numérique
numérique ou peuvent le commander dans des grandes enseignes, mais il n'y aura pas cet aspect fait qui est partagé avec le libraire et ses lecteurs. Justement, tu parlais Justement, tu parlais de Vincent aussi. On parlait du numérique. Est-ce que même si bon, là on parle de la librairie où on aime aussi le physique, mais est-ce qu'il y a eu aussi est-ce que vous l'avez constaté, vous deux aussi, des appétences sur le numérique, sur l'achat du numérique? Peut-être que je sais pas toi, Vincent, ton côté. Moi, je peux moins facilement en parler. Alors, juste pour conclure sur ce que disait Greg, faut que tu fasses libraire pendant un an, hein, parce que tout ce que tu racontes qui te manque, c'est ce qu'on fait au quotidien. Donc, bah oui, je sais, mais non, mais non, faut pas. Hein, moi, une petite place, hein. Non, mais c'est impossible. Moi, libraire, au bout d'une semaine, je t'ai fait les Twin Towers en carton, bordélique à souhait. Faut pas. Moi, je suis bon pour parler avec les gens et deviner ce qu'ils veulent, mais la compta. Ranger les bouquins, arranger les rayonnages. Bon, pas de compta pour toi. Pour ça, je suis incapable de faire ça. Bon, mais en tout cas, pour revenir à l'histoire du numérique, le numérique, alors moi, je vais parler plus de bande dessinée parce que effectivement, là, Greg aura un témoignage différent sur le manga qui est issu d'un autre marché. Mais le numérique pour la bande dessinée fonctionne pas véritablement. En France, on est très attaché à l'objet livre et l'objet bande dessinée. D'ailleurs, les bandes dessinées, c'est très beau comme objet, hein. C'est cartonné, il y a des marquages à chaud, il y a des vernis, dans une bibliothèque, ça a quand même une sacrée classe. Donc, c'est pas uniquement le plaisir de lire une bande dessinée, c'est l'ensemble. C'est l'objet lui-même aussi qui est important à ce moment-là, déterminant. D'ailleurs, les éditeurs, ils pensent énormément à quel format, comment, pourquoi, parce qu'ils savent que ça se rajoute véritablement à l'ensemble. Donc, le numérique en bande dessinée, pour nous, est pas véritablement déterminant non plus. D'ailleurs, il y a assez peu d'acteurs en France qui n'ont pas trouvé encore la solution, parce qu'il y a aussi un problème de droit d'auteur qui est pas encore très clair. Et je parle bien que du marché franco-belge, hein, là. Donc le numérique, non, c'est pas une évidence pour nous. Et moi, à mon échelle de libraire, je suis aussi particulièrement attaché à l'objet, donc j'ai beaucoup de mal à l'idée de lâcher ça. Surtout que j'en avais parlé au bibliothon que j'avais fait avec Bulldop. Moi, quand je lis une bande dessinée en numérique, ce qui arrive quand même régulièrement, ce que j'ai fait là pendant le confinement, on m'a envoyé des BD apparaître pour que je puisse m'avancer dans mon travail de libraire, que je puisse savoir finalement la valeur de tel titre. Quand je l'ai fini, si tu me demandes 3 semaines après si c'était bien, je vais dire j'ai adoré, c'était super, ou non, hein, si c'était pas le cas. Et tu vas me dire, et ça parle de quoi? Et je vais être incapable de te le dire. Ça ne tu retiens moins bien, pas. Je suis d'accord. Au niveau du cerveau, ça n'impacte pas du tout de la même façon. Alors moi, en plus, qui dois raconter au quotidien au moins les pitchs principaux des ouvrages, si je me rappelle plus, alors que je l'ai lu de bout en bout et que je l'ai aimé très fort des fois, et que je suis même pas capable de raconter l'histoire, c'est qu'en fait, ça n'impacte pas de la même façon le cerveau et donc le plaisir et donc ce qu'il en reste. Donc, je ne serais pas un fervent défenseur du numérique. Au-delà de ça, au-delà de ces considérations et de mon expérience personnelle en tant que libraire physique, j'ai pas véritablement de chiffres autour du marché du numérique par rapport à la bande dessinée. Par contre, le manga, lui, a une véritable existence en numérique. Et c'est là que, Greg, tu peux être peut-être un meilleur témoin par rapport à tout ça. Oui. Alors, le manga en numérique, en France, on n'est pas un gros marché du tout, hein. C'est des toutes petites ventes. C'est même pas 5, c'est à peine 5% des ventes du papier, donc c'est vraiment pas grand. Et le numérique en manga n'a pas vraiment été aidé non plus par le confinement. En fait, les habitudes d'achat du manga en France sont très particulières. C'est-à-dire que la plupart du temps, les gens le lisent gratuitement en version pirate, et si ça leur a plu, ils l'achètent en papier ensuite. Mais on a très très peu de ventes en numérique en fait. Chez nous, le gros des ventes du numérique sur le catalogue Kurokawa, c'est notre seul manga érotique. C'est Nozoki Hana. Tout simplement parce que les gens, ils ont honte de passer en caisse à bête. Et pourtant, les couvertures sont très jolies en plus. Hein. Oui, mais c'est plus facile d'acheter un manga un petit peu olé olé chez soi qu'aller chez le libraire, genre bonjour, je voudrais ça. Et c'est pareil, le shoujo est surreprésenté en numérique. Voilà, ça s'explique différemment. La surreprésentation du shoujo en numérique, ça s'explique par deux choses. Une chose, c'est que tu vas avoir des grandes qui veulent acheter du shoujo et qui, pareil, ont un peu honte de passer en caisse. Tu vois, des dames de
de 30-40 ans qui ont honte de passer en caisse avec chocolat et vanilla, par exemple. Et tu as aussi autre chose, c'est que quand tu lis des mangas pirates sur Internet, quand tu ouvres une page, tu as une chance sur deux de recevoir une photo. Tu vois des femmes chaudes de ta région, veux-tu agrandir ton pénis, etc. Et ça, les filles le supportent beaucoup moins bien que les garçons. Donc elles sont plus prêtes à passer à la caisse pour ne pas être dérangées par des pop-up dégueulasses. Mais en Elles dehors agrandissent pas leur pénis alors. non, elles essayent, mais elles ont du mal. Et au-delà de ces considérations de secteur, le numérique a gagné des ventes pendant le confinement, mais les ventes totales sont tellement petites que même si tu fais plus 100%, c'est pas gigantesque non plus. Ça n'a pas été l'explosion du numérique grâce au confinement, n'a pas eu lieu chez le manga en tout cas. Et tu as eu par contre beaucoup d'opérations qui ont été faites par la plupart des éditeurs de manga en France, qui a été reste chez toi avec un manga. Là encore, ça a été une belle opération de com, mais ça n'a pas été plus suivi que ça par les lecteurs. On a fait des bons taux de clics, des bons taux de lecture, mais moi je pensais qu'on ferait beaucoup plus. Tu vois, sur un truc gratuit, je pensais qu'il y aurait beaucoup plus de gens qui participeraient. Ouais, je pensais aussi. Après, c'est pas fini, hein, mais on va voir si ça continue ou pas. Mais je pensais sincèrement que les gens allaient plus lire que les chiffres qu'on a eus. Voilà, j'attends d'avoir les chiffres définitifs parce que ça continue à monter, mais c'était pas une explosion non plus. Donc moi, à titre très personnel, je me suis battu un petit peu contre le syndicat de l'édition et contre ma direction parce que avril, ça devait être la sortie d'un de nos gros titres de l'année qui s'appelait Demon Tune, qui était le nouveau manga de l'auteur de Blood Lad. Et donc c'est un auteur qui est assez connu. Blood Lad, on en a beaucoup vendu. Son manga était assez attendu. Il devait sortir mi-avril. Évidemment, c'était pas possible de le sortir mi-avril, donc il a été reporté. Il sortira le 20 mai. Voilà, achetez-le. D'ailleurs, allez l'acheter chez Vincent, c'est très bien. Mais le truc, c'est que on avait fait toute une campagne de pub pour que les gens soient au courant qu'ils sortent dès avril. Et évidemment, la campagne tombe à l'eau parce que tu ne peux pas l'acheter en avril. Donc moi, j'avais dit, pourquoi est-ce qu'on le sortirait pas en numérique avant de le sortir en papier? Parce que les gens peuvent pas sortir de chez eux, ils ont peut-être envie d'avoir de la nouveauté, histoire de créer un petit peu d'animation et tout. Et évidemment, ça allait à l'encontre de tout ce que le syndicat de l'édition avait décidé, parce que c'était de la concurrence déloyale par rapport aux libraires, c'était pas sympa pour les gens qui pouvaient pas l'acheter, c'était de la discrimination, etc., etc. Et moi, j'ai insisté en disant, mais les ventes de mangas numériques sont tellement minuscules, tellement dérisoires. Peut-être que sur toute la France, vous allez louper 200 ventes. 200 ventes sur un titre qu'on espère vendre à 10 000 exemplaires. C'est ridicule. Laissez-nous sortir ce titre en numérique avant, même si ça fait pas des gros chiffres, ça sera symbolique et les gens qui avaient vraiment envie de le lire et qui peuvent pas sortir de chez eux pourront l'avoir. Donc, je regrette vraiment que le manga numérique n'ait pas pris son essor, mais après tout, comme dit Vincent, c'est peut-être pas ce que veut le client et le client est roi. Donc, si le client préfère attendre de pouvoir ressortir au mois de mai pour acheter du papier, ça ne me dérange pas. Moi, mon boulot, c'est d'être éditeur, c'est de donner aux gens ce qu'ils ont envie de lire et de le donner sur la plateforme qui leur convient le mieux. Donc, à partir de là, s'ils préfèrent attendre en mai pour le papier, c'est très bien. Mais en tout cas, je suis content de m'être battu pour qu'on puisse sortir ce bouquin déjà en numérique parce que ça lui a fait une petite pub et ça a permis aussi aux gens de voir qu'il y avait cette possibilité qui leur était donnée. Et si j'ai pris la décision aussi d'insister pour que le manga sorte d'abord en numérique, c'est parce que je savais que l'impact du manga numérique en France était tellement petit que de toute façon, ça ne gênerait pas les libraires qui accueilleront le bouquin la semaine prochaine. Et du coup, c'est une petite passation. D'ailleurs, à Célia Roy qui dit le premier chapitre de Demon Tune est toujours en ligne gratuitement. Mais oui, en plus. Du coup, par rapport à on parlait de concurrence déloyale et tout, bon, il nous reste un peu de temps. Il y avait Amazon qui était présent pendant aussi une bonne période du confinement, qui vendait des livres, etc. Comment toi, libraire, tu voyais ça aussi de ce côté-là?
Alors, nous, comme je disais tout à l'heure, la particularité, c'est qu'on a un site de vente en ligne qui s'appelle bdfug.com. Donc, on n'était pas non plus absent de ce secteur-là, même si le chiffre d'affaires de bdfug.com n'a pas du tout le chiffre d'affaires de ma librairie. J'ai des amis qui m'ont dit, ah, j'ai commandé sur bdfug.com et tout, j'ai pensé à toi. Bah, oui, merci pour eux. Et pour moi, ça n'a rien changé. Mais bon, il a le mérite d'exister, ce site, et ce site est désormais le 3e site de vente en ligne de bande dessinée en France. Donc il y a Amazon, il y a Bravo. Fnac, puis il y a BDFug, et après il y en a d'autres encore plein. Donc on est quand même assez présent. Et évidemment, là, ça a été aussi une vraie présence. Donc Amazon a été là, évidemment. Pour moi, Amazon, ça me pose pas de souci qu'ils vendent des livres. J'ai même envie de dire presque au contraire, parce qu'il est important que la culture soit accessible à tous. Pour moi, le problème d'Amazon, il se situe pas là. C'est un problème éthique, c'est un problème à plein d'autres niveaux que le fait de vendre du livre sur Internet. Après, dans la période de confinement, beaucoup de choses ont changé pour eux aussi. Ils ont d'ailleurs été même bloqués, et ils le sont toujours à l'heure actuelle. Mais ils ont aussi arrêté de commander du réassort. C'est-à-dire que Amazon avait un stock énorme, évidemment, avec ses différents entrepôts, et donc a vendu son stock et n'a pas spécialement fait de commande. Donc, ils ont plutôt fait une opération pour eux de déstockage, plutôt rentable à mon avis, puisqu'en fait, ils n'ont pas acheté et beaucoup vendu. Donc, est-ce qu'on peut parler de concurrence déloyale? Pas forcément. En tout cas, eux, ils se sont mis plutôt bien avec une opération de com qui était pas si mal menée malgré la situation. Mais enfin voilà, comme je dis, pour moi, le problème d'Amazon, c'est un problème éthique. C'est pas du tout un problème de vendre du livre en ligne. Au contraire, il faut que la culture soit accessible à tous, à tout endroit, à tout moment, parce que j'ai envie de dire. C'est pour ça que je suis pas contre le numérique non plus en soi. Et d'ailleurs, par rapport à la situation du numérique cité Greg, moi, comme je le vois en France, le numérique, c'est plutôt effectivement un système de prépublication. C'est-à-dire, c'est une façon de goûter. Tout comme les bibliothèques sont essentielles pour ça. Moi, j'ai la plus grande bibliothèque des Deux-Savoie qui est juste en face de la librairie. C'est pas une concurrence. Les gens viennent goûter, viennent tester, viennent se faire plaisir, entre guillemets, gratuitement. Et puis après, quand ils ont aimé, quand ils ont envie de le posséder, parce qu'on aime posséder les belles choses, ils viennent ensuite l'acheter. Donc, lire du numérique, le manga, les 200 ventes contre les 10 000 dont parlait Greg, c'était aussi peut-être 200 ventes numériques qui seraient transformées en 200 achats physiques dans la foulée aussi, parce qu'on aime posséder l'objet. Donc c'est valable pour le manga aussi. Effectivement, beaucoup de lectures en scantrad qui deviennent des achats réels derrière. Après, il y a tellement de choses qui sortent qu'on a besoin de s'assurer de ce qu'on va acheter avant. Après, Amazon qui vendait en ligne, c'est comme d'autres. Pas de souci avec ça. Réenchaîne, Greg. Il y a un vrai choix sur le manga numérique. Les gens que je connais ou avec qui j'ai discuté qui choisissent d'acheter du manga numérique, c'est en général, c'est des gens qui ont plus de 30 ans, plutôt même 35 ans, voire plus, qui gagnent plutôt bien leur vie, qui travaillent beaucoup, qui n'ont pas le temps d'aller acheter des trucs et qui ont plus de place chez eux. Ils disent, ça me saoule, faut que j'aille, voilà, ça me saoule, faut que j'aille acheter des bouquins et puis de toute façon, j'ai plus de place chez moi. Donc c'est vraiment une catégorie très très particulière, les gens qui achètent comme ça du manga numérique régulièrement. Et du coup, c'est la plupart des gens qui du coup n'auraient pas acheté de papier ou achèteraient du papier en se disant oh là là, chier, faut que j'aille acheter un manga, tu vois, c'est pas forcément un achat plaisir. Donc c'est bien. Moi, vite fait sur cette question de Amazon, concurrence déloyale ou pas. Effectivement, tu peux te poser la question. C'est d'ailleurs pour ça que le syndicat de l'édition avait décidé que les bouquins ne sortiraient pas en avril, comme j'avais dit au début, parce que sinon, ça veut dire que Carrefour et tout ça, ils auraient eu les nouveautés et pas les libraires, et que les libraires qui redémarrent aujourd'hui se seraient retrouvés à devoir gérer, comme tu disais, 800 nouveautés, là où pour Carrefour, c'était fluide, c'était comme d'habitude. Mais ça aurait été un vrai problème, par contre. Oui, je pense qu'ils ont eu raison. Je pense que malgré tout, alors à un moment, il était même question de demander aux supermarchés de fermer leurs rayons livres. Ça, je trouve ça par contre complètement con, parce que tu peux pas interdire aux gens de lire non plus, quoi. Enfin, c'est idiot de faire du livre un objet illégal, surtout dans une période où les gens ont besoin de se changer les idées. Donc c'est assez partagé. Effectivement, il y en a qui ont eu le droit de vendre et pas d'autres. C'est assez injuste. Mais d'un autre côté, les gens avaient aussi besoin de livres. Donc, ils étaient certes limités dans leur choix, mais ils avaient une option. Et c'est vrai que nous, en tant qu'éditeurs, mine de rien, le fait d'avoir les supermarchés qui faisaient vendre du fond, c'est ce qu'on appelle le
le contraire de la nouveauté, c'est ce qu'on appelle le fond de catalogue. C'était assez salvateur. Et d'ailleurs, le manga qui a bien profité du confinement, c'est Naruto, puisque les 3 premiers tomes de Naruto sont passés à 3 € juste avant le confinement. Et, Non, ça fait et les 3 longtemps, tomes ça fait longtemps. Ouais. Non, ça Mais fait ils longtemps ont qu'ils sont à remis 3 une euros. couche là. Hein. Ils ont remis Ouais, une couche. mais ils sont depuis plus d'un an à 3 euros en fait. C'était pas saisonnier parce que j'ai l'impression qu'ils sont remontés Non, là. il l'avait maintenu parce que ça avait été justement un énorme succès de recrutement. Eh ben, en tout cas, je peux te dire que, d'accord, j'ignorais. Je pensais que c'était saisonnier. Écoute, autant pour moi. Mais sache que les tomes 1, 2, 3 de Naruto sont remontés dans le top 10 des ventes manga du mois d'avril. D'accord. Ouais, du coup, grâce au supermarché et au fond de Bah catalogue, voilà, ça. tu étais dans un supermarché, tu te dis, oh là là, je vais encore me faire chier chez moi pendant une semaine, hop, et tu vois Naruto 3 €, bon bah tu prends pas de risque. Hein. Ouais. D'accord. 3 €, ça te plaît pas, t'as pas perdu grand chose. Là, ces temps-ci, il y a il y a un hashtag qui est sorti, il y a Je soutiens ma librairie. Est-ce que vous pensez que, du coup, ce sera un peu le mot de la fin, est-ce que vous pensez que, du coup, les gens, il y a une grande appétence sur la lecture et que, il y a quand même un modèle à repenser ou à continuer sur le même modèle? Comment est-ce que pour vous ça va évoluer dans le, voilà, même si on voulait des salons, avoir des clims, etc. Mais vous, comment ça va un peu évoluer aussi pour vous? Je peux commencer? Bien sûr. Vas-y, parce que de toute Alors, façon, je pense que c'est un sujet, il faut 3 heures. Donc là, pour oui. finir, Bah, je pense que, alors peut-être pas sur le long terme, parce que on espère malgré tout qu'on va trouver un vaccin. Là, ils sont en train de dire que l'étude qui disait que les gens pouvaient retomber, en fait, c'était des faux positifs et que normalement, il y a des gens qui mettent plus de temps que d'autres à en sortir, mais normalement, une fois que t'en es sorti, t'es entre guillemets tranquille. Donc, je pense pas que en 2021, en 2022. Enfin, je pense que on a vécu quand même quelque chose d'assez exceptionnel. Je l'espère en tout cas. Je pense pas qu'à long terme on va repenser les relations avec les libraires parce que on espère tous que les choses reviennent à la normale. Mais par contre, il faut se poser des questions sur les mois à venir. Et effectivement, je pense que si on n'a pas de salon, je pense que l'accompagnement des libraires va être quelque chose de très important, puisque Japan Expo, le Salon du Livre de Paris, le Salon de la Jeunesse de Montreuil, c'est des choses qui rythmaient une année. Nous, quand on construit notre catalogue aussi en fonction des salons, en se disant, bah tiens, tel manga, on va le sortir à ce moment-là parce qu'il y a tel salon, donc on le vendra parce que, par exemple, un truc tout bête, les vacances de Jésus et Bouddha, on savait que c'était un manga un petit peu intello, qui pouvait plaire à des gens qui lisent pas de manga habituellement, donc on l'avait sorti au mois de mars. On l'avait programmé pour mars, en sachant que c'est pendant le salon du livre, donc on le met au salon, on le met en avant au salon du livre, parce qu'on sait qu'il y a toutes les télés qui viennent filmer, et au journal télé, ils cherchent plutôt des œuvres atypiques comme celle-ci. L'auteur de Jésus et Bouddha avait beaucoup plus sa place au salon du livre qu'à Japan Expo, donc tu programmes comme ça tes mangas, tu axes tes mangas selon les événements de l'année, et ça n'existe plus. Donc on est en train de réfléchir. Moi, ce que j'aimerais faire, par exemple, c'est faire, voilà, je sais pas moi, aller dans des librairies, chez Vincent, n'importe où, et rencontrer des gens. Alors pas plus de 10 à la fois, évidemment, mais voir un petit peu si les éditeurs ne pourraient pas aider les libraires à créer des animations chez eux, pour justement redonner l'envie et le goût aux gens de retrouver un univers en allant chez le libraire. De faire de plus petits événements et du coup plus ciblés dans la librairie, quoi. Exactement. Voilà, mais garder vraiment le contact avec les gens. c'est ça. C'est ce qu'il faut essayer de maintenir au maximum. Et là, la période qu'on traverse et qu'on va continuer à traverser encore quelques temps, effectivement, ça devient un gigantesque laboratoire. Ça fait des années que j'entends plein de théories sur qu'est-ce qu'il faudrait faire, pas faire, comment ça c'est pas rentable, ça c'est idiot les dédicaces, ça sert à rien. Au contraire, ça sert énormément. Enfin voilà, il y a énormément de théories qui fusent depuis des années et puis avec des désaccords complets selon les intervenants. Bon, là, le laboratoire du Covid va nous permettre de se rendre compte à quel point tel élément était véritablement essentiel et tel autre, finalement, on avait peut-être un petit peu trop surestimé son impact. Donc tout ça, ça va être
en essayant d'être positif, hein, parce qu'évidemment tout ça est dramatique, mais tout ça va être finalement le bon moyen de enfin savoir. Je parlais tout à l'heure effectivement de la surproduction, mais effectivement les dédicaces, les salons, j'ai entendu plein de fois que c'était plutôt de la perte de temps, en tout cas au moins pour les auteurs. Donc on va voir à quel point tout ce qu'on croyait être une bonne idée peut ne pas en être une et inversement. Après, faire des événements en Faut dire un librairie, truc. c'est pas simple non plus, parce que les dédicaces, on pourra pas les faire non plus, parce qu'on pourra pas non plus faire venir des gens et mettre en danger toute une population pour faire venir un auteur qui lui-même sera le premier à être en danger finalement. Donc, il va falloir réfléchir encore sur d'autres façons, effectivement, de créer de l'événement en librairie au-delà de la simple parution. Après, à nous aussi d'essayer de faire notre travail le mieux possible dans l'accueil, le conseil, la convivialité, malgré le masque, mais ça va pas être simple. Il va falloir se réinventer là. Greg, tu veux dire quelque chose? Oui, faut dire une chose aussi de ce point de vue-là, c'est que l'événementiel, c'est quelque chose qui est très difficile à chiffrer en termes de ce que ça te rapporte. Tu sais combien ça te coûte de prendre un stand à Japan Expo, tu sais combien ça coûte de payer un billet d'avion pour un auteur japonais, etc., etc. Mais c'est très difficile de calculer combien ça t'a rapporté. Est-ce que les 50 000 euros de stand que tu as mis à Japan Expo, les 10 000 euros que tu as mis dans le billet d'avion et dans l'hôtel du gars, bon, ça te fait 60 000 euros de dépenser. Est-ce que ces 60 000 euros vont te permettre de toucher tellement de gens que tu vas regagner 100 000 euros derrière en vente de manga, etc., etc. C'est très compliqué. Tu peux savoir combien tu as dépensé à Japan Expo, tu peux savoir combien tu as rapporté un manga, mais tu peux pas te dire c'est le X% de gens qui ont acheté ce manga l'ont acheté parce qu'ils ont vu la conférence du gars à Japan Expo, parce qu'ils ont vu mon stand, parce que voilà, l'événementiel, c'est compliqué de se dire on a donné tant et on a gagné tant. C'est très compliqué. Et donc là, effectivement, comme dit Vincent, peut-être qu'on va voir, peut-être que, alors ça va être très compliqué à calculer, je pense, mais peut-être qu'on va réussir à avoir des modèles mathématiques qui vont nous permettre de simuler, ah bah s'il y avait eu Japan Expo, on aurait peut-être gagné tant. S'il y avait eu le salon du livre, peut-être qu'il y a tant de gens qui auraient acheté ce bouquin qui s'est pas vendu. Donc ça va être, on va rentrer dans un terrain extrêmement hypothétique, mais ça va être intéressant de remettre à plat un petit peu les événements. Charline, est-ce que tu as une dernière question ou ça va? Je pense. Une petite question quand même. Ce qui a été frappant dans ce confinement, ça a été la culture a été le premier repli quelque part. Et avec énormément d'offres en ligne, de valorisation, voilà. Et comment est-ce que on surfe sur cette vague pour valoriser la culture, sachant qu'il y a au-delà des questions des éditeurs et des bibliothécaires, je pensais au rapport Racine, au statut de l'auteur, à toutes ces questions-là. Comment est-ce que vous positionnez? Il en faudra encore 3 heures pour répondre à toutes ces questions. Oui, au cas où je pose quand même. Très très vaste question. En tout cas, c'est bien de rappeler cette histoire de rapport Racine qui du coup est tombée aux oubliettes. Hein. Donc le rapport Racine qui était une façon d'estimer comment les auteurs vivaient et qui normalement aurait pu et dû être déclencheur de beaucoup de choses. Et puis 2020, année de la BD, du coup cette année de la BD, elle est un peu mise à mal. Et qui continue jusqu'à 2021 d'ailleurs, je crois. Ça a été prolongé, voilà, jusqu'à juin 2021. 6 mois de bonus, mais bon, ça va quand même être une année un petit peu particulière. Et on ne sait pas quand est-ce qu'on va sortir tout ça. Après, je pense que ce que ça met en lumière, en tout cas, ce confinement, c'est que la culture, on en a plus que jamais besoin. Tous ceux qui ont manqué d'accès à la culture, que ce soit via les réseaux, que ce soit via les concerts, que ce soit via le livre, ce qu'ils avaient. Je pense que c'est pour eux que le confinement a été le plus douloureux. Tous ceux qui ont écouté Marie Kondo et qui ont gardé que 20 livres, ça a dû être un vrai enfer pour eux. Je suis vraiment désolé pour eux. Commencer par jeter son livre à aide, non pardon. Et non, pas le manga. Hein. Non, pas le manga. Le manga est super. Par contre, le manga. Non, mais c'est une blague. Mais tout ça pour dire qu'effectivement, la culture, c'est dans ces moments-là qu'on se rend compte à quel point elle est essentielle. Et on parle de la librairie, on parle du livre, mais effectivement les festivals, mais même au-delà de ceux du livre, hein, moi j'adore l'été pour aller courir les concerts et les festivals de musique. Ça va être rien que pour ça un été qui va être mal vécu. Qu'importe s'il fera beau, nous on a un lac magnifique et des montagnes, on a de quoi profiter.
Mais sans la musique, je vais pas le vivre pareil cet été. Donc il y a plein de choses qui vont être mises à mal. Le cinéma, on n'en parle pas non plus là. Il y a d'autres émissions qui en parleront ou qui en ont parlé, mais voilà, la culture est essentielle. Alors je sais pas ce qui va découler de tout ça. Je peux pas dire bon bah voilà donc il faut faire ça ou il va se passer ça. J'en suis incapable. Je suis comme tout le monde, je navigue à vue. Mais la seule certitude, c'est qu'on se rend compte à quel point on en a besoin. Vraiment. Voilà. Je sais pas si Très ça a beau. répondu. C'est une belle conclusion. Greg, est-ce que tu veux rajouter quelque chose dessus? Oui, bien sûr. Nous, en tant qu'éditeurs, ce passage, c'était vraiment le moment aussi d'a- d'a- de se montrer sous notre jour le plus noble du métier de l'éditeur, qui est vraiment celui de pourvoyeur de divertissement. Donc, c'était aussi le moment où on a vu que les auteurs étaient des êtres humains qui, s'ils n'en avaient pas conscience avant, avaient conscience du bien qu'ils pouvaient apporter aux autres. On a vu énormément d'auteurs de manga ou de BD qui offraient des petites histoires sur Internet, qui faisaient des dessins de soutien pour les médecins, pour les volontaires, pour tous ces gens-là. Nous, dès qu'on a commencé à lancer ces opérations de manga gratuits sur Internet, on a demandé aux éditeurs japonais, d'habitude, voilà, la légende veut que ce soit très compliqué de négocier avec les Japonais et tout. Tout de suite, on dit oui, oui, bien sûr, mais vous savez, nous aussi, on offre des trucs au Japon. Bon, c'est beaucoup plus facile au Japon parce que c'est eux qui ont les droits, mais au Japon aussi, hein, il y a eu énormément d'opérations de soutien où les mangas étaient gratuits de telle heure à telle heure, de tel jour à tel jour, et puis pas n'importe quoi. Enfin, tu vois, au Japon, les 60 premiers tomes de One Piece sont gratuits, par exemple. Ça fait beaucoup sur une série de 90 tomes. Donc, le temps que tu les lises, oui, tu as le temps de ressortir du confinement. Mais ça, je pense vraiment qu'on s'est rendu compte lors de ce confinement, si on le savait pas déjà, et il y en a malheureusement qui ne le savaient pas déjà, que derrière les livres il y avait des humains et qu'il y a eu des humains qui ont justement essayé de faire en sorte que ça se passe bien, que on se change les idées parce que c'est important aussi. Il y a les gens qui lisent des mangas et qui ont besoin de se distraire. Il n'y a pas que les gens qui sont enfermés chez eux. Il y a aussi le médecin, l'infirmière qui ont enchaîné 8 heures de garde et ils rentrent chez eux le soir, ils ont envie de penser à autre chose que des intubations et ils avaient peut-être envie de lire un chapitre de One Punch Man ou ils avaient peut-être envie de regarder un animé ou je sais pas et d'avoir la possibilité de leur offrir ça soit par des offres gratuites, soit en leur offrant des dessins, des concours. Enfin, si on a réussi à les divertir, ne serait-ce qu'un petit peu, c'était sympa et on a essayé de faire ça au maximum parce que voilà les éditeurs, ça reste effectivement, alors dans le sens noble du terme, on est des pourvoyeurs de culture, mais moi en tout cas, en tant qu'éditeur de manga, je suis avant tout un pourvoyeur de divertissement. Et si on a réussi à divertir les gens, ne serait-ce qu'un petit peu dans cette période, j'estime que notre devoir a été fait. En tout cas, merci. Merci à Charline aussi pour cette question. On arrive à la fin de cette émission, de ce Cosy Lab, le salon dans ton salon sur les Alors, industries d'édition. est-ce que nos réponses ont satisfait Charline? Charline? Oui, oui, même si effectivement, ce serait intéressant d'y revenir. Oui. Le rapport à Sim, on regarde ça de près. Ce serait bien que ce soit Et réglé. de toute façon, le Cozy Lab, il y a tellement de sujets qu'à la fin on fait ah mais on doit en faire d'autres, mais c'est le Voilà. cas. On va faire d'autres sujets. De toute façon, j'ai noté une liste de sujets et qu'on reviendra dessus. En tout cas, merci, merci à vous d'avoir participé. Merci à toi. Merci Vincent, Merci de Greg. nous avoir invités. Mais de rien. Désolé pour le retard. Non, t'inquiète pas, c'était très intéressant. Le replay il sera disponible sous peu. Et on reviendra sur un autre Cozy Lab la semaine prochaine. Ce sera sûrement le dernier de la série le Cozy Lab dans ton salon, en tout cas. Et le but est de faire en présentiel. C'est le but du Cozy Lab, c'est de faire quelque chose de présentiel. Toujours dans ce domaine-là, de discussion. Et on reviendra pour le prochain thème. Le prochain thème est l'improvisation théâtrale. C'est un domaine que je connais mieux, très bien. L'improvisation théâtrale, est-ce du développement personnel? Est-ce que, voilà. Du coup, la question est posée. On en discutera en live samedi prochain à 19h. Cette fois-ci, on change d'horaire, juste pour la dernière. Merci encore de nous avoir suivis et à très bientôt. Au revoir. Merci.